L'histoire que je vais vous raconter s'est passée quand j'étais en primaire. Aujourd'hui, j'ai 42 ans et Internet tel que nous le connaissons maintenant n'existait pas à l'époque. Donc je n'ai pas d'article de presse pour corroborer mon histoire, mais je me souviens très bien de ce qui s'est passé ce jour-là, le jour où mon ami a failli se faire enlever devant mes yeux. Voici comment ça commence. J'ai toujours eu cette habitude étrange que je continue à avoir jusqu'à ce jour, de marcher sur la pointe des pieds. Quand j'allais à l'école plus jeune, on se moquait souvent de moi à cause de cela, mais même si j'essayais de marcher à plat, je finissais toujours par remarcher sur la pointe des pieds. Ma famille en est venue à croire que j'étais destinée à devenir une ballerine, mais même si j'aime danser, j'étais un garçon manqué à l'époque et je préférais 1000 fois grimper aux arbres plutôt que porter des robes. Pourtant, quand ma mère m'a proposé de m'inscrire à des cours de ballet, j'ai pensé que je devrais peut-être apprendre à aimer les robes, justement. L'instructrice de danse s'appelait Mélanie. Elle était impressionnée par mes compétences, mais elle n'était pas très enchantée par ma taille, ni par la situation économique de ma famille, car c'est vrai, nous étions une famille modeste et ma maman avait même 2 emplois pour qu'on puisse vivre correctement. Avant de commencer les cours, il fallait passer une audition, qui coûtait très cher d'ailleurs, et à la fin, on m'a dit que je n'étais pas acceptée car j'étais trop grande et trop maladroite. Ce n'était pas la manière la plus agréable de renforcer la confiance d'une petite fille de 12 ans, mais alors que je m'apprêtais à partir, totalement dépitée, j'ai entendu Mélanie dire qu'elle ne voulait pas enseigner aux enfants pauvres. Je me suis arrêtée net, je lui ai demandé « Excusez-moi » et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle n'enseignait pas à la racaille comme moi. Mon visage est devenu si rouge que mes oreilles aussi sont devenues rouges. À ce moment-là, j'ai décidé que je lui donnerais une bonne leçon avant de pouvoir réagir, mais j'ai senti une main sur mon épaule suivie par la voix d'un homme. « Tu sais, je vois une battante en toi. T'as déjà essayé le karaté ?» Cet homme, c'était Monsieur Diaz, un instructeur de karaté bien connu et respecté dans notre comté. Il a vu comme j'étais sur le point d'exploser suite à la remarque déplacée et il m'a proposé d'essayer son cours et il m'a même dit qu'il m'accepterait sans frais. Il a ajouté qu'il voyait un grand potentiel en moi et d'ailleurs je lui dois beaucoup pour m'avoir dit ça. Lorsque j'ai commencé les entraînements, il a remarqué ma démarche sur la pointe des pieds, mais lui, au lieu de se moquer de moi, il m'a montré comment en faire une force et faire en sorte que mes jambes restent musclées. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, elles le sont. Et c'est vrai que je peux donner des coups de pied plus forts que la plupart des gens, grâce à lui notamment. C'était à cette époque que notre petite ville sur la côte de Caroline du Nord était terrorisée par un homme qui enlevait les jeunes filles. Il les emmenait, abusait d'elles, les ligotait, leur bandait les yeux avant de les déposer au milieu de la nuit dans une autre ville. Il était totalement malade. C'est vrai qu'il n'avait tué aucune de ses victimes, mais la violence de ses actes augmentait à chacune des victimes. Au vu de ce fait divers, Monsieur Diaz a modifié ses cours de karaté pendant 1 semaine et il nous a appris à nous défendre en visant notamment les yeux, le nez et le visage de l'agresseur. Et il nous a dit que si nous étions attaqués, nous devrions essayer de griffer et de gratter le visage et les yeux de l'agresseur. Cela aurait non seulement la chance de les aveugler, mais cela rendrait également facile à les identifier par la suite car ils auraient des marques. Plus important encore, il a souligné un aspect psychologique important que je vous conseille de retenir aussi. Il nous a expliqué que si on se faisait agresser, il ne fallait absolument pas crier ce que la personne était en train de nous faire parce que malheureusement, personne n'a envie d'y assister ou de s'imaginer une image mentale de ce que ça pourrait être et il nous a conseillé de crier plutôt au feu ou alors j'ai perdu un bras. Alors dit comme ça paraît ridicule, mais cela fonctionne vraiment. Les gens vont avoir envie de voir où est-ce que l'incendie a eu lieu et puis si quelqu'un a perdu son bras, c'est pareil, ça va intriguer les gens et ils vont venir pour vous aider. Maintenant, revenons à mon histoire de base. C'était en 1990, j'étais en primaire et c'était le printemps. À l'époque, j'étais avec ma meilleure amie que nous appellerons Jenny et Jenny et moi avons décidé de faire une petite promenade dans le quartier. C'était un endroit avec 2 entrées principales, cela formait un cercle avec 2 rues parallèles au milieu. Les maisons étaient alignées le long de chaque route et il y avait environ 2-3 mètres de distance entre l'une et l'autre et certaines étaient d'ailleurs encore plus proches. C'était très facile d'entrer chez quelqu'un et de ressortir par l'autre maison d'en face et de n'être vu par personne.
Même si vous faisiez attention aux véhicules qui passaient, c'était assez facile de se faufiler dans le quartier car il était assez étroit. C'était aussi à l'époque où nous restions dehors si les lampadaires étaient encore éteints, car la règle était simple, si les lampadaires s'allument, c'est qu'il faut rentrer car la nuit tombe. Jenny et moi étions sur la route principale, nous nous dirigeons vers l'arrière du quartier et nous étions simplement deux jeunes filles qui parlaient de tout et de rien, de garçons, de l'école, de nos amis. Et on parlait aussi de cet homme qui terrorisait notre quartier. Une fille que nous connaissions, Kelly, avait été la dernière victime. Elle était passée d'une fille très sociable à une habituée de l'asile psychiatrique. Elle avait même tenté de mettre fin à sa vie à un moment donné. Et alors que nous parlions de cette histoire, je me souviens m'être retournée et avoir vu une voiture inconnue s'approcher lentement de nous. Les poils de ma nuque se sont redressés. La voiture était une Pontiac d'une couleur bordeaux ou rouge foncé. Elle était délavée et le conducteur me rappelait Jeffrey Dahmer. Il portait littéralement des lunettes épaisses comme Jeffrey Dahmer. Il avait des cheveux blonds bouclés et un sourire qui m'a fait frissonner. Et sa fenêtre était déjà baissée et il s'est arrêté à côté de nous. C'est là qu'il a dit « Salut les filles, j'essaie de payer ma facture d'électricité, mais je ne trouve pas le bureau. Vous pouvez me dire comment y aller ?» Coïncidence, la seule compagnie électrique de notre ville était à quelques mètres de notre quartier et c'est vrai qu'il était dans le bon coin pour aller au bureau de cette compagnie. D'ailleurs, j'aurais pu lui montrer et lui dire d'aller tout droit pour arriver directement au bureau, mais j'ai eu un mauvais pressentiment. L'homme a ajouté qu'il devait s'y rendre au plus vite pour éviter que son électricité ne coupe, donc il devait payer sa facture rapidement. Mais en suivant mon instinct, je lui ai dit « Vous n'y êtes pas déjà allé pour le faire activer ? C'est au même endroit, retournez-y ». C'est alors que j'ai remarqué qu'il avait une carte ouverte à côté de lui sur le siège passager et il a expliqué que sa mère avait activé l'électricité à sa place et que lui était de nouveau dans la région après avoir été déployé par l'armée ici, mais quelque chose m'a semblé étrange. Ses cheveux étaient un peu trop longs pour un militaire et il n'avait pas la vignette pour entrer sur la base militaire. Il y avait 2 bases militaires près de chez nous, Camp Lejeune et Cherry Point, et mes 2 grands-pères ont servi dans l'armée, donc je savais qu'il fallait absolument cette étiquette sur les véhicules. L'homme m'a proposé « Pouvez-vous juste me montrer ici sur la carte ?» Et en disant ça, il a fait signe à mon ami de s'approcher de sa voiture. Jenny ne semblait pas comprendre que quelque chose n'allait pas. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que personne d'autre n'était dehors. J'ai à peine eu le temps de me retourner que j'ai vu que Jenny se dirigeait vers l'homme de la voiture et j'avais dans ma tête la petite voix de mon instructeur de karaté qui disait « Fais quelque chose, tu dois sauver Jenny, sinon l'homme va l'emporter. » Et je me souviens de ça comme si c'était hier, alors que Jenny se dirigeait vers l'homme, lui avait une expression de pur démon qui s'était formée sur son visage. Imaginez voir un être humain se transformer en une créature démoniaque. C'est vraiment la meilleure façon dont je peux le décrire. Il a dit quelque chose comme « Merci ma jolie, montre-moi comment on y va en montant dans ma voiture. » Il s'est retourné pour me regarder dans les yeux et il m'a fait un sourire attentionné mais de psychopathe. C'est là que j'ai attrapé le bras de Jenny et je lui ai dit « Attends, n'y va pas !» Mais c'était trop tard. Jenny a crié car l'homme venait de lui attraper le bras. Son cri a résonné à travers tout le quartier. J'ai levé les yeux et l'homme avait un grand sourire et il attrapait mon ami par le bras très très fort. La voiture a commencé à avancer et Jenny essayait de se débattre pour qu'il la lâche et moi j'ai crié tout en entourant le corps de mon ami en l'attrapant pour essayer de la faire tomber. Je savais que ça allait nous faire mal, surtout que la voiture avançait de plus en plus vite, mais il fallait que je le fasse sinon elle allait se faire prendre par cet inconnu. J'ai tiré Jenny en sécurité et la voiture s'est éloignée. L'une des personnes qui nous a entendu crier était la mère de mon ami Brandon. Elle est sortie en courant et elle a pris en note la plaque d'immatriculation de cet homme. On a très vite compris que l'homme qu'on venait de voir était celui qui terrorisait les jeunes filles dans notre quartier, celui qui les prenait et les torturait. Je me souviens pas exactement de son nom. Ma mère avait fait tout son possible pour me protéger de cet incident. D'ailleurs, elle est devenue hyper protectrice à la suite de cet accident. Mais maintenant que moi aussi je suis mère, je comprends mieux pourquoi elle me surprotégeait.
Elle était fière de moi d'avoir protégé mon amie et d'avoir tout fait pour la sauver. Et Jenny aussi était très reconnaissante de l'avoir attrapée et de l'avoir sauvée ce jour-là. Et je suis heureuse de dire que elle va toujours bien aujourd'hui, contrairement à Kelly qui, elle, nous sert d'exemple de ce qu'elle aurait pu devenir si je n'avais pas été là ce jour-là. C'est vrai que Kelly a une vie difficile et désormais elle ne parle à plus personne. Je repense souvent à ce jour où j'ai fait l'audition pour devenir danseuse, où j'ai été méprisée par quelqu'un qui pensait que je ne valais moins que rien car j'étais pauvre. Mais finalement, contre toute attente, mon professeur de karaté, Monsieur Jazz, a vu du potentiel en moi. Il a vu dans la grande fille maladroite qui marchait sur la pointe des pieds une force et il a été la voix encourageante dans ma tête ce jour-là qui a fait que j'ai sauvé mon amie Jenny. Cette histoire s'est passée quand je n'avais que 7 ans. À l'époque, mes parents me déposaient toujours chez ma grand-mère les week-ends et j'attendais avec impatience ces moments passés avec elle. Nous faisions souvent des promenades dans le quartier et discutions avec les voisins qu'elle connaissait bien. Et ma grand-mère était une personne très religieuse, alors nous allions à l'église avec différentes personnes du quartier. C'est une communauté chaleureuse qui organisait souvent des ventes de garage, c'est des genres de brocantes, et il y en avait souvent l'été. Un week-end, mes parents ont décidé de nous emmener à l'une de ces ventes de garage et j'étais très excitée car nous aimions simplement regarder autour de nous et voir les petites pépites qu'on trouvait aux brocantes. Et finalement, on est arrivé à un moment devant une maison avec des boîtes de jouets alignées tout le long de l'allée. Autant vous dire que je n'avais que 7 ans à l'époque, donc quand j'ai vu ça, j'ai eu l'impression d'avoir gagné à la loterie. Je fouillais dans tous les cartons à la recherche d'un trésor. Ma grand-mère et mes parents, eux, regardaient de la vaisselle et des meubles sur un autre stand. Et c'est vrai que la vente se déroulait dans une maison que nous n'avions jamais visitée auparavant et nous ne savions pas qui y habitait. Finalement, je l'ai vite découvert car un homme plus âgé, d'environ 60 ans, s'est approché de moi avec un sourire alors que je fouillais les boîtes. Il m'a dit « Oh, quelle jolie jeune fille! Tu aimes les jouets ?» Bien sûr, j'ai répondu avec enthousiasme que oui, sans penser quoi que ce soit, et j'allais demander à ma mère si je pouvais acheter un petit cheval que j'avais trouvé dans son carton, mais avant que je ne puisse partir, il m'a dit qu'il me le donnerait gratuitement. Il me l'a donné avec un sourire, puis il a commencé à prendre d'autres jouets dans les différentes boîtes et il me les a donnés en disant que je pouvais prendre tout ce que je voulais. Il m'a dit qu'il y avait encore plus de jouets à l'intérieur de sa maison, et il m'a proposé de rentrer chez lui pour les voir. Avant même que je m'en rende compte, j'étais toute excitée à l'idée de découvrir d'autres jouets et j'étais en train de le suivre pour rentrer chez lui. Ma mère est alors arrivée derrière moi, elle m'a arraché de lui et elle lui a demandé ce qui se passait. Elle était furieuse, elle me tenait fermement et elle le fixait du regard. Elle a dû sentir quelque chose que je n'avais pas compris et elle est vite intervenue. Mon père et ma grand-mère étaient juste derrière elle, eux aussi furieux. L'homme n'a rien dit, tandis que ma mère et ma grand-mère se mettaient à lui crier dessus. Cela a attiré l'attention des autres personnes présentes et tout le monde était immédiatement suspicieux. Je ne me souviens pas exactement ce qui a été dit, car mon père m'a pris dans ses bras. Il m'a amené à la voiture, mais je me souviens que ma grand-mère a appelé la police avant que nous partions. Je ne comprenais pas la gravité de la situation à l'époque, mais j'ai découvert des années plus tard que l'homme fréquentait la même église que ma grand-mère et qu'il avait été arrêté par la police suite à des découvertes de photos et vidéos mettant en scène des enfants sur son ordinateur et il a été envoyé en prison peu de temps après. J'ai aujourd'hui 19 ans et cela me donne toujours des frissons de penser à ce qui aurait pu m'arriver si ma mère n'avait pas vu ce qui m'arrivait, mais heureusement, elle m'a sauvée ce jour-là. Cela s'est passé en 2001 lorsque je travaillais pour une grande enseigne de bricolage. Disons simplement que la société pour laquelle je travaillais avait une affection particulière pour la couleur orange. À l'époque, j'avais déjà passé environ 8 ans dans l'entreprise et ma précédente fonction était dans les ressources humaines en tant qu'assistante des responsables régionaux et responsables magasins. Mais mon poste avait été supprimé, j'ai alors demandé à être transférée au service RTV qui signifie retour au vendeur. La fille qui occupait ce poste avant moi avait donné son préavis 2 semaines avant, donc le timing était parfait.
Le travail consistait à travailler avec différents fournisseurs pour obtenir des crédits pour le magasin en raison de marchandises défectueuses. Et notre entreprise avait une politique de retour assez ouverte. Certaines personnes ramenaient des choses étranges comme des unités d'élimination de déchets infestés de larves ou des perceuses électriques qui n'étaient même plus fabriquées ou vendues, des tondeuses qui ne fonctionnaient plus ou qui étaient défectueuses, parfois même des étagères à moitié montées. Il y avait vraiment de tout. Ma cage RTV, comme il l'appelait, c'était en fait mon bureau qui était situé dans le département de réception à l'arrière du magasin. C'était une clôture en treillis métallique de 6 mètres de haut avec une porte battante que je verrouillais lorsque je partais déjeuner ou que je terminais ma journée. Et j'avais mon ordinateur sur un support improvisé où je traitais mes documents et où je faisais signer les clients. Mais on ne pouvait pas voir à l'intérieur de la cage parce qu'il y avait tellement d'emballage autour de moi, c'était impossible de voir ce qui se passait. Un jour, un fournisseur est venu pour des moulures défectueuses. Je me tenais devant mon ordinateur dans ma petite cage. J'étais dos à lui quand il m'a dit « Je vous ferai bien une avance pour toute cette marchandise ». Je l'ai remercié tout en me retournant, mais quand j'étais face à lui, j'ai été choquée car il y avait un objet en forme phallique de couleur chair et fripée qui pendait hors de sa braguette. Il se tenait là avec les mains sur les hanches. Je savais qu'il ne l'avait pas fait par accident. Sans me retourner, je lui ai remis la feuille de retour à signer et je me suis dit « Mais est-ce que ça vient vraiment de se dérouler ?» Là, l'homme a ajouté « On se retrouve dans quelques semaines. » J'ai pris un moment dans mon bureau pour me ressaisir et me refaire la scène, puis je suis allée au bureau du responsable pour le prévenir de ce qui venait de se dérouler. J'ai également appelé la direction et leur réponse a été tellement décevante. Ils m'ont dit « Bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous ?» Puis la personne a commencé à rire. Étant donné que cela remonte à 20 ans, je dirais que j'étais dans ma bonne période. J'étais mignonne, je me coiffais et m'apprêtais tous les jours, mais peu importe mon apparence, cela n'aurait jamais dû arriver. Je ne m'attendais pas du tout qu'un client me fasse cela. J'ai même appelé la société pour laquelle cet homme travaillait et eux aussi m'ont donné une réponse décevante. Ils m'ont juste dit qu'ils allaient enquêter, mais j'avais bien compris qu'ils n'allaient pas prendre cette affaire au sérieux. Un collègue s'est approché de moi quelques semaines plus tard et m'a dit que l'homme avait récidivé avec une autre collègue. Avec le recul, je me dis que j'aurais probablement dû les poursuivre en justice pour ça. Ou peut-être aurais-je dû rire et dire « C'est donc ça que tu veux me montrer ? J'ai déjà vu des choses plus grosses chez les autres. » Mais disons qu'avec le recul, on pense toujours à la meilleure répartie, car c'est vrai que sur le moment, je ne savais pas quoi faire ni quoi dire. C'était vraiment la dernière chose à laquelle je m'attendais de la part d'un client. Cela s'est passé fin octobre de l'année dernière à Ottawa, en Ontario. Je visitais mon ancienne ville pour voir mes parents et en général, j'essaie d'être le moins possible chez eux pour tuer l'ennui. Un soir, il était 22h30 et j'ai décidé de sortir pour aller courir autour du quartier et je me suis vraiment forcée car j'avais arrêté de boire et j'essayais désespérément de perdre le ventre que j'avais pris pendant le confinement. J'ai couru essentiellement un grand circuit autour du quartier, passant par 3 parcs, et le 3e parc que je devais traverser n'avait pas d'éclairage public. Il n'y avait qu'un lampadaire au milieu, mais sinon il était totalement sombre. Il faut dire qu'Ottawa a cette particularité d'éteindre les lumières aléatoirement pour économiser de l'argent et de l'électricité dans la ville, ce qui ne m'avait pas aidé ce soir-là. La route menant à ce parc est bien éclairée, surtout que c'est un quartier calme et paisible, mais le parc en lui-même est sombre. Il faut aussi que je vous dise qu'il y a eu quelques incidents louches qui se sont produits dans notre quartier. Il y a eu notamment la plus grande saisie de drogue de notre ville qui a été faite à seulement 6 minutes à pied de chez mes parents. Donc cela impliquait des personnes armées, illégalement. Donc c'est vrai qu'il y avait eu quelques agressions, du racket. Mais tout était toujours résolu rapidement par la police en peu de temps et Ottawa n'était pas une ville dangereuse. Je dirais même que là-bas c'est très calme et les incidents ne sont que ponctuels. Alors j'ai toujours été rassurée d'aller là-bas, c'est pour ça que je suis sortie courir. Au milieu de l'obscurité, j'ai pénétré dans le parc et j'ai traversé la première partie. Il y avait une structure de jeu destinée aux enfants. C'était essentiellement une petite maison en bois à côté d'un ressort rebondissant. Et ça m'a mené à une plus grande partie du parc avec un terrain de basket.
Il y avait une aire de jeu plus grande avec un dinosaure vert en plastique dans un bac à sable et je suis finalement arrivée à côté de mon ancienne école primaire. Ma maison ne se trouvait qu'à quelques mètres. J'étais presque arrivée au bout de ma course, traversant ce parc sombre et un peu effrayant, quand soudain j'ai vu au loin une lumière dans l'obscurité. Il faut que je vous dise que ces derniers temps, j'avais pris l'habitude de m'endormir en écoutant des histoires effrayantes et aussi de regarder des films d'horreur. Donc en voyant cette lumière, j'ai tout de suite imaginé le pire, surtout qu'un bruit étrange s'est fait entendre. Alors que je m'approchais de plus en plus de cette lumière et de ce bruit, j'ai remarqué que c'était un homme qui tenait une lampe. Il était devant un bac à sable avec un râteau et il creusait dans le sable. Je me suis tout de suite dit que c'était très étrange. Pourquoi ce mec était en train de ratisser le bac à sable à presque 23 heures et pourquoi il avait une lampe poche comme ça? Et alors que je m'approchais davantage, j'ai remarqué que ce n'était pas simplement un homme qui tenait un râteau pointu, mais c'était un homme qui portait un survêtement noir avec la capuche relevée et un masque blanc d'hôpital. Il se tenait sous la structure de jeu. Il utilisait le manche du râteau pour faire avancer et reculer un cheval rose à roulettes dans le bac à sable. Il a entendu le bruit de mes pas et sa tête s'est relevée en ma direction. Il est rapidement sorti de sous sa structure de jeu et il a pointé la lumière vers moi, comme si je venais de le déranger. Je me suis dit, c'est vraiment étrange, mais dans le doute, je ne vais pas l'énerver et je vais juste lui faire un petit signe, un petit sourire gêné. Ah oui, je n'ai pas précisé, mais j'ai de l'asthme et donc à ce moment de la course, j'étais sur la fin, bien mes quadriceps et mes poumons étaient à bout à cause de tout ce que je venais de courir et j'ai quand même essayé d'accélérer une dernière fois le pas, parce que je commençais sérieusement à m'inquiéter avec cet homme. Sauf que là, en un instant, il a éteint sa lumière et je ne pouvais plus rien voir. J'ai continué à courir normalement, mais j'ai réalisé que l'homme était en fait en train de me charger avec le râteau. C'est fou ce que la peur et l'adrénaline peuvent vous faire car je suis passée de 0 force à 100 en un instant, courant plus vite que je ne le ferais normalement et tout mon corps brûlait, mes poumons, je n'en pouvais plus, mais j'ai réussi à atteindre le chemin bien éclairé et à arriver chez moi. Je n'ai pas osé me retourner pour regarder en arrière, voir si l'homme était toujours là, mais une fois arrivée chez moi, j'étais en sueur et j'ai préféré me cacher pour ne pas raconter cette histoire à mes parents, pour ne pas les inquiéter. Puis finalement, je me suis dit que je devais la raconter pour peut-être prévenir les forces de l'ordre, même si personnellement, appeler la police ne m'a même pas traversé l'esprit. C'est que plus tard que j'ai compris que l'homme que j'avais vu était en fait un sans-abri. Une amie à moi qui habitait toujours Ottawa m'a informé que mon ancienne école primaire était devenue un refuge pour les sans-abri la nuit. En fait, ils installent des lits dans le gymnase et les expulsent à 6 h du matin. Elle m'a dit que ça devait sûrement être un sans-abri dérangé, qui était peut-être atteint de troubles mentaux, qui s'ennuyait et qui ne pouvait pas dormir. Mais moi, je me suis toujours dit, et si c'était un homme dangereux qui attendait juste qu'un inconnu passe pour lui faire du mal? Est-ce qu'il aurait pu faire peur aux gens pour le plaisir ou est-ce qu'il était vraiment dangereux? Je suppose que je ne le saurai jamais. Mon histoire s'est déroulée juste hier, donc je suis encore secouée, mais je vais vous la raconter. Pour un peu de contexte, je suis une femme de 25 ans et mon copain et moi avons tous les deux des emplois qui nous permettent de travailler parfois à la maison et parfois au bureau. J'étais extrêmement fatiguée hier matin, alors j'ai décidé de faire du télétravail pendant que mon copain, lui, se rendait au bureau. J'étais donc seule toute la journée avec seulement mon chien avec moi. C'était une journée de télétravail comme les autres, une journée tout à fait normale, mais vers 13h30, les choses ont pris une tournure inquiétante. Je venais de participer à une réunion de travail lorsque la sonnette a retenti. Nous avons l'une de ces sonnettes avec une caméra et elle envoie une notification sur le téléphone lorsqu'il y a quelqu'un à la porte. J'ai envoyé un message à mon copain pour lui demander de vérifier qui c'était et il m'a dit que c'était un homme qui avait l'air un peu louche, plus âgé que moi. Il m'a dit de ne pas répondre à la porte. J'ai donc ignoré et je suis retournée terminer ma réunion. J'ai décidé de poser mon téléphone le temps que je travaille. Il faut dire que je le laisse toujours en mode ne pas déranger pendant que je suis en réunion et je le reprends généralement une fois que je termine. C'est ce que j'ai fait après ma réunion, je suis partie prendre mon téléphone, mais là, en le déverrouillant, j'ai vu plein d'appels et de messages que j'avais manqués de la part de mon copain. Prise de panique, je l'ai immédiatement appelé.
Il a décroché en me demandant pourquoi je ne lui répondais pas. Je lui ai expliqué que j'étais en réunion et il m'a dit de regarder par la fenêtre car l'homme n'était toujours pas parti de chez nous. Je me suis discrètement approchée et là, j'ai jeté un coup d'œil dehors. Effectivement, l'homme était dans notre allée, il avait même garé son vieux pick-up à côté de notre voiture. L'homme ne bougeait pas, il regardait simplement de gauche à droite, il portait un jean sale et aussi un débardeur gris sale et j'ai immédiatement eu peur. J'ai couru vers notre chambre et je me suis enfermée là-bas. L'homme continuait de regarder à travers nos fenêtres, je pouvais le voir sur l'application et il essayait de voir qui se trouvait dans la maison. Il a même essayé d'ouvrir notre porte et il frappait dessus. Notre chien aboyait et grognait derrière la porte et heureusement j'avais toujours mon copain au téléphone qui surveillait avec moi activement l'homme sur l'application et il me rassurait aussi. Je lui ai demandé quoi faire, j'étais totalement paniquée et il m'a dit d'appeler les urgences, ce que j'ai fait en tremblant. Pendant que j'attendais que la police arrive, j'ai envoyé un SMS à ma mère pour lui faire part de la situation et elle a immédiatement arrêté tout ce qu'elle faisait pour venir me retrouver. L'homme a continué de taper sur les fenêtres et à fouiner autour de la maison. Et à ce stade, je n'avais aucune idée de ses intentions, mais elles ne semblaient pas bonnes du tout. J'avais vraiment peur qu'il me voie et qu'il vienne me faire du mal. Dès que l'homme a vu que la police arrivait dans la rue, il est remonté dans son camion et il s'est échappé. J'ai couru dehors vers l'agent de police et à ce moment, ma mère est arrivée en même temps. J'ai expliqué ce qui se passait, mais heureusement, ma mère avait noté le numéro de plaque d'immatriculation de cet homme et la police a également pris le numéro de plaque ainsi que sa description et ils m'ont rassurée en me disant qu'ils resteraient vigilants. Je sais que cela peut sembler être une histoire banale, pas si effrayante que cela, mais quand vous êtes seul et qu'un homme regarde à travers vos fenêtres et ne quitte pas votre maison, vous n'avez aucune idée de ce qui peut arriver. C'est vraiment terrifiant. Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière parce que j'avais tellement peur qu'il revienne pour essayer de finir ce qu'il avait commencé. J'espère vraiment que la police m'appellera pour me tenir au courant, pour savoir qui était cet homme. En tout cas, j'espère qu'il ne reviendra plus jamais.